Et si le texte le plus profond sur l'intelligence artificielle cette année n'avait pas été écrit par un ingénieur, ni par un laboratoire de recherche, ni par une entreprise technologique, mais par une institution vieille de 2000 ans? Aujourd'hui, sur Expertise AI, nous allons analyser un document officiel du Saint-Siège, un texte étonnant parce qu'il ne parle presque pas de technologie. Il parle de toi, de ton identité, de ta voix, de ton visage et de ce qui se passe lorsque les machines deviennent capables de les reproduire parfaitement. Depuis quelques années, l'IA écrit, dessine, compose de la musique, répond à nos messages et parfois même nous comprend mieux que certains humains. Mais une question dérangeante apparaît. Quand la machine peut tout imiter, qu'est-ce qui reste authentiquement humain? Ce document ne pose pas la question habituelle. Que peut faire l'intelligence artificielle? Il pose une question beaucoup plus radicale. Que risque de devenir l'être humain face à l'intelligence artificielle? Deepfake indétectable, agent conversationnel affectif, hallucination numérique, dépendance cognitive, perte du discernement. Selon ce texte, la révolution de l'IA n'est pas d'abord technologique, elle est anthropologique. Autrement dit, le problème n'est peut-être pas que les machines apprennent à penser, mais que l'homme cesse de le faire. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce document en profondeur, comprendre ses avertissements et découvrir les 3 piliers proposés pour vivre avec l'IA sans perdre notre humanité. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, l'IA devrait-elle avoir des limites absolues? Lesquelles? Laisse un like. Partage cette vidéo autour de toi parce que ce débat doit exister si tu t'intéresses à l'avenir de l'humain. Et abonne-toi à Expertise AI. Ici, on ne parle pas seulement de technologie, on parle du futur de la conscience humaine. Commençons. Imagine, quelqu'un publie une vidéo, c'est ton visage, c'est ta voix, mais ce n'est pas toi. Bienvenue dans l'ère de l'IA. Le vrai danger n'est pas que l'IA devienne trop intelligente, c'est que nous devenions trop passifs. Tout est désormais powered by AI. Si la machine crée à notre place, continuons-nous à réfléchir? Créer, c'est mûrir, c'est douter. Déléguer, c'est s'affaiblir. 3 dangers: moins de créativité, plus de division algorithmique, et un réel qui devient flou à cause des deepfakes. La confiance disparaît. La solution? Maîtriser l'outil. Responsabilité, coopération, éducation. N'abandonnons pas notre pensée critique. Apprenons à décoder. Le défi est humain. Que voulons-nous rester? Protéger nos voix, c'est protéger notre humanité. On voit ça partout maintenant, sur la musique, les textes, les images qu'on voit. Cette petite mention presque banale, Powered by AI. L'intelligence artificielle, elle est vraiment omniprésente. Et c'est pour ça que la source qu'on explore aujourd'hui est si particulière. Ce n'est pas un rapport de la Silicon Valley, mais le message du pape Léon XIV pour la 60e journée mondiale des communications sociales. Et il est daté du 24 janvier 2026. Le thème est simple, mais en même temps incroyablement profond. Préserver les voix et les visages humains. La question qu'on se pose, c'est: qu'est-ce qu'un texte pareil, qui vient d'une institution millénaire, peut bien nous dire sur une technologie aussi futuriste? C'est la question centrale, en effet. Et ce qui frappe tout de suite, c'est que ce document, il n'aborde pas la technologie comme un ingénieur. Il l'aborde comme un philosophe. La question n'est pas de savoir si l'IA est bonne ou mauvaise. Non, le texte cherche plutôt à explorer ce que ça veut dire être humain, à une époque où nos traits les plus uniques, notre visage, notre voix, peuvent être simulés. Et même répliqué, usurpé. Exactement. Donc notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer les inquiétudes soulevées par ce texte. Et surtout, de voir les pistes qu'il propose pour naviguer dans cette nouvelle ère sans y perdre notre âme, si on peut dire. Alors, allons-y. Commençons par la base. Le message ne saute pas directement sur la technologie. Il prend du recul, il pose une idée fondamentale. Le visage et la voix, ce ne sont pas juste des attributs physiques. Pas juste des données biométriques. Non, c'est bien plus que ça. Le texte rappelle les racines des mots. Et ça, c'est absolument fascinant. Pour les Grecs anciens, le mot pour visage, c'était prosopon. Ça veut dire littéralement ce qui se trouve devant le regard. C'est le lieu de la présence, de la rencontre. Tout à fait. Et le parallèle en latin est tout aussi éclairant. Le mot personne, persona, ça vient de per sonare.
À travers quoi le son passe? C'est ça. Notre voix, le son qui passe à travers nous, c'est ce qui nous constitue en tant que personne. Ah, c'est fou, je n'avais jamais fait ce lien. Donc, l'idée même de personne est liée à la voix, à l'expression. Ça change complètement la perspective. Bah oui, Ce ne sont plus des caractéristiques, c'est notre essence même. L'idée forte du texte, c'est donc que le visage et la voix sont sacrés, car ils sont à la base de toute rencontre authentique. et c'est là que le document ancre son argumentation dans une dimension théologique. Selon le texte, si le visage et la voix sont si précieux, c'est parce qu'ils nous ont été donnés par Dieu qui nous a créés à son image. Il cite même Saint Grégor de Nice, un théologien du IVe siècle, Oui. qui disait que Dieu a imprimé sur le visage humain un reflet de l'amour divin. Donc quand le message parle de préserver les visages et les voix, il ne s'agit pas juste de protéger son mot de passe, quoi. Non, c'est plus profond. C'est une démarche qui vise à préserver ce que le texte appelle le sceau indélébile de l'amour de Dieu. Et ça, c'est le socle de tout le reste. Si on ne comprend pas ça, on passe à côté du message. D'accord, je vois. Le point de départ n'est pas la tech, c'est l'humain. Et une fois ce socle posé, le message lance un avertissement majeur. Il dit que si on néglige cette protection, on risque, alors je cite, le scellement radical de certains piliers fondamentaux de la civilisation humaine. Rien que ça. La liste est vertigineuse. La sagesse, la connaissance, la conscience, la responsabilité, l'empathie et même l'amitié. C'est une liste qui fait réfléchir parce que ce sont des concepts très abstraits. On peut se demander comment une technologie peut menacer des choses pareilles. Le texte essaie de répondre en identifiant plusieurs menaces très concrètes. Oui, mais attendons un instant. Comment est-ce qu'une technologie comme l'IA pourrait menacer quelque chose d'aussi fondamental que la sagesse? Ce n'est pas juste une question de fake news, c'est plus profond que ça, non? C'est beaucoup plus profond. La sagesse, dans cette vision, ce n'est pas l'accumulation de données, c'est le fruit de l'expérience, de la réflexion. Du discernement. Voilà. Et la première menace qui touche à ça, c'est la dévaluation de la créativité humaine. Avec ce fameux label Powered by AI partout, on risque, et je cite encore, de transformer les gens en simples consommateurs passifs de pensées non réfléchies. De produits anonymes, sans paternité, sans amour. C'est fort. C'est très fort. Le génie humain dans l'art, la musique, est alors réduit à un simple terrain d'entraînement pour les machines. L'acte créatif, qui est un chemin vers la sagesse, devient juste de la production de contenu. Mais est-ce que ce n'est pas un peu pessimiste? Beaucoup d'artistes voient l'IA comme un outil, un nouveau pinceau qui augmente leurs capacités. Est-ce que le texte rejette complètement cette idée? Non, le texte ne rejette pas l'outil en soi, mais il pointe le risque d'un changement de posture. Le danger, ce n'est pas l'IA pinceau, mais l'IA qui peint à votre place. Ah oui, je vois la nuance. C'est la différence entre utiliser un correcteur orthographique et demander à une machine d'écrire un poème. Dans le second cas, on délègue la tâche, mais aussi tout le processus de réflexion et d'émotion qui va avec. Cette passivité, c'est le début de l'érosion, et on la retrouve aussi dans notre rapport à l'info. Et ça nous amène directement à la polarisation sociale, j'imagine. C'est un risque qu'on connaît bien, mais le texte l'aborde sous un angle intéressant. Oui. Il explique que les algorithmes conçus pour maximiser l'engagement récompensent les émotions rapides, l'indignation, et qu'ils pénalisent ceux qui demandent du temps, comme l'effort de compréhension et la réflexion. Exactement. Et le résultat, ce sont ces fameuses bulles de consensus. On est bien, mais elles affaiblissent notre capacité à penser de manière critique. Carrément. Et ça mène à une troisième menace, peut-être la plus troublante. La confusion entre le réel et la fiction. Ah oui. Le texte parle du danger des réalités parallèles créées par l'IA quand elle s'approprie nos visages et nos voix. Pour nous faire dire des choses qui ne sont jamais arrivées. Il utilise un terme très fort pour décrire les erreurs de l'IA. Il parle de véritables hallucinations. Hallucination. C'est un mot puissant pour une machine. Ça suggère une sorte de folie numérique, une incapacité à distinguer ce qui est de ce qui n'est pas. Tout à fait. Et quand notre principale source d'information peut elle-même halluciner, comment est-ce qu'on peut encore distinguer la réalité de la fiction? Le risque de désorientation est énorme. Cette désorientation est aggravée par un quatrième point, le problème des biais. C'est un point crucial. Les modèles d'IA, nous dit le texte, sont façonnés par la vision du monde de ceux qui les construisent. Ils ne sont pas neutres.
Pas du tout. Ils apprennent sur des données qui reflètent les préjugés de nos sociétés. Et le manque de transparence de ces algorithmes, eh bien, ça devient une source systémique de distorsion. L'IA ne fait pas que refléter nos biais, elle peut les amplifier et les automatiser à grande échelle. D'accord. Donc on a la dévaluation de la créativité, la polarisation, la confusion réelle-fiction, les biais. Et il y a une dernière menace que le texte aborde qui touche à notre sphère la plus intime. Oui, celle des relations humaines. Et c'est peut-être la plus insidieuse. Le document parle du danger des agents conversationnels. Les bots, les influenceurs virtuels? Mais voilà, leur capacité à imiter les sentiments humains est qualifiée d'anthropomorphisation trompeuse. Le texte met en garde contre leur tendance à devenir excessivement affectueux, toujours disponibles, toujours à l'écoute. Sans les défauts d'une vraie relation. Exactement. Mais là, on touche à un point sensible. Pour quelqu'un qui souffre de solitude, un agent bienveillant, ce n'est pas mieux que rien. Où est la limite entre l'aide et la menace, d'après le texte? Le texte ne nie pas qu'il puisse apporter un certain réconfort, mais il alerte sur le risque que ces agents, par leur perfection artificielle, puissent envahir et occuper la sphère intime. Le danger est double. D'une part, créer des attachements qui ne peuvent jamais être réciproques. C'est factice? C'est factice. Et d'autre part, ça nous déshabitue de la complexité, de l'effort, des vraies relations humaines. À long terme, plutôt que de guérir la solitude, ça pourrait nous y enfermer encore plus. On s'isole dans une bulle de confort affectif illusoire. C'est là que l'amitié, un des piliers, est menacée. Ok, le tableau est assez sombre. On a l'impression d'un rejet total de la technologie. Mais ce n'est pas ça, si j'ai bien compris. Non, absolument pas. Le texte propose une porte de sortie. Oui, et c'est toute la force du message. Ce n'est pas un texte technophobe, c'est un appel à l'action. Un appel à guider l'innovation au lieu de la subir. Et pour ça, le texte propose une alliance. Une alliance pour que ces outils, au lieu de nous menacer, deviennent de véritables alliés. Et cette alliance repose sur 3 piliers. Une alliance, j'aime bien le terme. C'est plus constructif qu'une lutte contre. Quel est le premier pilier? Le premier, c'est la responsabilité. Et c'est une responsabilité partagée, à plusieurs niveaux. D'abord, celle des créateurs, des développeurs. On leur demande de la transparence. Et pas seulement la recherche du profit. Voilà. Ensuite, la responsabilité des législateurs, qui doivent mettre en place une réglementation adéquate. Et puis, il y a un appel direct aux médias. Ils doivent signaler clairement les contenus générés par l'IA, pour protéger, je cite, la paternité et la propriété souveraine du travail des journalistes. Ce qui est frappant, c'est que la responsabilité n'est pas seulement rejetée sur les GAFAM ou les gouvernements. Le texte nous renvoie la balle à nous, individuellement. Oui. Il insiste sur le fait que chaque personne a la responsabilité de ne pas se soustraire à son processus créatif, de ne pas céder aux machines ses fonctions mentales. C'est presque un appel à une sorte de discipline intellectuelle. C'est un point absolument crucial. C'est l'idée que la meilleure des lois ne servira à rien si les gens abdiquent volontairement leur esprit critique. Et cette responsabilité individuelle, elle nous amène logiquement au deuxième pilier. La coopération. La coopération. Le message est très clair là-dessus, hein. Personne ne peut relever ce défi seul. Donc ce n'est pas juste une loi qui va régler les problèmes. Il faut que les ingénieurs parlent aux philosophes, que les artistes parlent aux législateurs. Précisément. C'est un appel à une collaboration très large. Industrie, législateurs, créateurs, universitaires, artistes, journalistes, tout le monde. L'objectif commun, c'est de créer des mécanismes de sauvegarde pour construire une citoyenneté numérique consciente et responsable. Il faut un dialogue constant, parce que la technologie évolue bien plus vite que les lois. J'imagine que pour que cette coopération et cette responsabilité fonctionnent, il faut un socle de compréhension commun. C'est là qu'intervient l'éducation, le troisième pilier. C'est le troisième pilier, et peut-être le plus fondamental sur le long terme, l'éducation. Si le problème de fond, c'est l'affaiblissement de notre pensée critique, la seule solution durable, c'est de la renforcer. Le texte insiste sur la nécessité d'accroître nos capacités personnelles à réfléchir de manière critique. Et concrètement? Concrètement, il préconise d'introduire une alphabétisation aux médias, à l'information et à l'IA dans les systèmes éducatifs, à tous les niveaux. Donc l'idée, ce n'est pas d'apprendre à coder, mais d'apprendre à décoder le monde numérique, c'est ça? C'est exactement ça. Il ne s'agit pas juste d'apprendre à utiliser les outils, il s'agit d'éduquer à une utilisation intentionnelle et éthique. Ça veut dire apprendre à protéger sa propre image, sa voix, et ne pas utiliser celle des autres sans leur consentement.
Il s'agit de comprendre comment les algorithmes fonctionnent, quels sont leurs biais. Le texte fait un parallèle que je trouve très juste. La révolution industrielle a exigé que tout le monde sache lire, écrire, compter. Une alphabétisation de base. Eh bien, la révolution numérique exige cette nouvelle forme d'alphabétisation critique, pour ne pas en devenir les esclaves. En fin de compte, si on résume, le défi n'est pas vraiment technologique, il est anthropologique. Oui, La question n'est pas que peut faire la machine, mais que voulons-nous rester, nous, en tant qu'humains. Il s'agit de nous protéger nous-mêmes, comme le dit le texte, de nos propres tendances à la facilité. La technologie doit rester un outil et non un substitut à notre humanité. La phrase finale du message résume tout, je trouve. Nous avons besoin que le visage et la voix redisent la personne. c'est la conclusion parfaite. Ça boucle la boucle avec le début de notre discussion sur prosopon et persona. Le texte se termine en remerciant tous ceux qui œuvrent pour le bien commun à travers les moyens de communication. Et ça ouvre une dernière porte à la réflexion. Si on s'inspire de ce document, la question qu'on pourrait se poser pour conclure, c'est face à ce flux d'informations qui passe de plus en plus par des machines, comment peut-on individuellement et collectivement cultiver un discernement? Un discernement qui nous permette non seulement de distinguer le vrai du faux, mais surtout de reconnaître et de préserver ce qui est authentiquement humain dans nos interactions. Ce texte ne nous apprend pas seulement à utiliser l'intelligence artificielle. Il nous apprend à rester humains à l'ère de l'intelligence artificielle. Parce que le vrai risque n'est pas que les machines deviennent capables de parler, mais que nous arrêtions d'écouter. Le vrai risque n'est pas qu'elles écrivent, mais que nous cessions de réfléchir. Et le vrai danger n'est pas que l'IA imite l'homme. Alors la question que chacun doit se poser aujourd'hui est simple. C'est quelles décisions de ta vie doivent absolument rester humaines? Dis-le-moi en commentaire. Je lis chacun de vos avis et certains seront repris dans la prochaine vidéo. Si cette réflexion t'a fait voir l'IA autrement, laisse un like. Partage cette vidéo autour de toi parce que ce débat doit exister. Et abonne-toi à Expertise AI pour comprendre l'intelligence artificielle au-delà du buzz et garder le contrôle du futur. À très bientôt.